E agora vamos entrar numa fase de debate. A gente está com a hora tanto quanto avançada, né, mas acho que a gente pode usar aí uns 15, 20 minutos, talvez meia hora, para um debate, né? No máximo. Magda, você... francês ou português? Esse é francês. Bon, Fala em francês. moi, j'ai une question qui me tracasse depuis longtemps et j'aimerais savoir, à partir de tout ce qui a été dit, comment on explique que, bon, c'est un syndicat minoritaire, bien sûr, c'est pas la FNSEA, mais qu'il y a eu une évolution qui aujourd'hui se traduit par une organisation syndicale qui s'appelle la Confédération paysanne. C'était avant les paysans travailleurs, après c'était les travailleurs paysans, et finalement, ça s'est consolidé dans un certain nombre de principes. Et j'aimerais, bon, un peu, Marcel, ta dernière phrase m'a un peu inspiré à poser cette question. Voilà. Mas alguém, vamos pegar pelo menos três questões para a gente poder passar a palavra à mesa. Tem mais? Olha lá. Tem que ir. Bonjour. J'aimerais une précision, en fait. On parle d'agriculture familiale et paysanne. Et de quelle façon on peut nommer cette agriculture familiale et paysanne? À partir du moment où on intensifie la production. Je suis brésilienne. Donc, pour moi, l'agriculture familiale n'est pas une agriculture intensive. Et l'agriculture paysanne non plus. Donc, en France, on voit ce mouvement d'intensification de la production et de l'agrandissement des exploitations dans une philosophie biologique. J'aimerais comprendre, en fait, la distinction. Merci. Mais uma, por favor. Gente, tem alguém? Vamos lá. Oui, bonjour, c'est une question plus pour Nazaret sur le lien finalement entre l'oligarchie archaïque et l'agribusiness. Bon, est-ce que dans le cas des frontières agricoles, le progrès des cultures de soja ou de canne sur les terres de Cerrado, est-ce que ça obéit à ce même type d'alliance un peu paradoxale, ou est-ce que, même si ce mode de développement est tout à fait encadré par le grand capitalisme au sens des entreprises qui commercialisent les produits, etc. Est-ce que dans ce cas-là, on n'a pas un modèle d'agribusiness qui s'affranchit un peu du modèle archaïque brésilien, même si son impact en termes social et environnemental est tout à fait à souligner. Bom, vamos passar. Bernard, você vai responder alguma coisa? Não? Então, Nazaré? Não, não é esse. Isso aqui é difícil. Oui, sur les questions qui sont posées, je crois que la seule qui me concerne un peu, c'est la question posée autour de l'intensification.
je ne suis pas sûr qu'au Brésil, d'abord on puisse dire, excusez-moi de parler du Brésil, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que l'agriculture paysanne au Brésil n'est pas intensive nulle part. Je pense qu'il faut nuancer. Et donc il y a sûrement, même au Brésil, des paysans, entre guillemets, ou des exploitants familiaux en tout cas, qui sont intensifiés. Dans les agricultures européennes, donc dans les agricultures des pays développés, l'intensification est inhérente au modèle que le système capitaliste a imposé aux agriculteurs. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, j'ai dû le dire peut-être un peu trop rapidement, mais tout à l'heure, Marcel a posé une question de fond, théorique. Comment le système, qui est notre système, enfin, c'est pas notre système, c'est le système dans lequel nous vivons, qui est le système de l'économie capitaliste de marché, comment fait-il pour se développer lui-même en maintenant en vie des unités de production qui paraissent pas des entreprises. Alors là-dessus on peut gloser, mais c'est vrai qu'un paysan, a priori, c'est pas une entreprise capitaliste, bien sûr. Alors, comment fait le système? Eh bien, alors là, il faudrait rentrer dans le détail de ce qu'est la vulgarisation agricole, ce que vous appelez extensione agraria, l'intervention des grandes entreprises produisant des engrais, des pesticides, des fongicides, des entreprises qui ensuite prennent le produit agricole pour le transformer. Ce sont ces entreprises-là qui ont induit en particulier pour la France, ce que nous appelons l'intensification, cette agriculture qui est maintenant en effet questionnée. Nous avons beaucoup de questions là-dessus et vous savez que il existe bien sûr des modèles alternatifs qui sont proposés. Mais globalement et tendanciellement, l'intensification a régné depuis 50 ans. Et le système capitaliste, qui a besoin de se développer, qui a besoin toujours d'avoir plus de profit, alors si le profit n'est pas créé dans l'agriculture, c'est encore à voir, et il faut bien qu'il se crée quelque part. Et en liaison avec la production agricole, il y a deux secteurs dans lesquels se crée le profit. Le profit, alors des entreprises classiques, qui permet à la fois de payer des actionnaires, d'investir et de payer des cadres dirigeants. Et il se situe en amont et en aval. D'où l'intensification. Et cette intensification, le système l'a fait pénétrer dans tout type d'exploitation. Le système se fiche pas mal, si je peux m'exprimer trivialement, se fiche pas mal que l'agriculteur ait 5 hectares ou 500 hectares. Il y a toujours quelque chose à gagner, à lui vendre des engrais, des pesticides, et à récupérer au bout les céréales ou le lait qu'il produit. Et c'est dans les processus amont et aval de l'agriculture que se situe le profit grâce à l'intensification qui est produite dans l'exploitation agricole. Donc, il n'y a pas de contradiction pour le système à proposer l'intensification aux paysans, fussent-ils petits, et avec la mentalité paysanne. Et ce sont nos paysans des années 60 qui avaient sans doute une vision de la société, une vision de leur propre vie personnelle et familiale, ancrée dans l'histoire et forgée par quelque chose qu'on va appeler paysan, qui ont été les porteurs de l'intensification. Et ils le sont d'ailleurs encore. Bien sûr, il existe. Alors, depuis quelques années, il y a la critique. Alors, trop d'intensification, ça tue les ressources naturelles, c'est mauvais pour la santé, etc. Et donc, toute société vivante crée ce que Marcel a dit tout à l'heure. Toute société vivante crée des
alternatives plus ou moins possibles et plus ou moins en œuvre. Et actuellement, dans l'agriculture française, vous avez des alternatives et vous avez et je crois que vous aurez un exposé dans quelques jours, pas dans quelques jours, demain, sur des recherches qui ont été faites sur des systèmes agricoles mis en œuvre par des agriculteurs familiaux qui vont contre l'idée et la pratique intensive et qui obtiennent des résultats qui ne sont pas du tout négligeables d'un point de vue économique, avec comme objectif de faire vivre la famille. Donc, il y a à la fois cette espèce de rouleau compresseur que vous pouvez difficilement arrêter, mais il existe aussi des tentatives, et quelquefois avec succès, de modèles alternatifs. Sauf que le modèle qui nous domine, c'est celui qui pousse à l'utilisation des engrais. Maintenant, c'est les OGM. Et puis demain, il y aura d'autres innovations entre guillemets, qui seront proposées, pour pas dire imposées, aux agriculteurs. Grands, petits, familiaux, entrepreneurs, peu importe. Le système capitaliste est extrêmement large. Il n'est pas obsédé par un système ou un autre. Dans le fond, Monsanto, il se fiche pas mal qu'on appelle paysans, agriculteurs, entrepreneurs, tous ceux à qui il vend ses semences OGM. C'est pas son problème. Bon, à propos de cette polarisation paysan, agriculteur, familial, hein, je crois qu'on ne va pas trancher ici, mais je voudrais reprendre ce que je parlais en disant, quand on parle des paysans, je crois qu'on a l'idée de la force de la tradition. Quand on parle de l'agriculture familiale, on a référence à une plus grande intégration au marché et une plus grande une forme de production qui suppose le marché et certaines règles de fonctionnement dites modernes. Et moi, je pense que cela existe, ça fait un tableau. Ça existe de continuité et de rupture. Dans le cas du Brésil, je suis tentée de dire que les continuités sont plus fortes que les ruptures, étant donné le fait qu'il y a un blocage, comme je dis, à l'ensemble de l'agriculture non capitaliste, non entrepreneuriale, et même les agriculteurs familiaux les plus modernes ne peuvent pas s'en passer de leur tradition. Alors, c'est une façon de faire face au blocage, c'est d'être un peu paysan, étant agriculteur familial. Bon, je ne sais pas si ça aide à réfléchir, mais c'est comme ça que je pense. Et alors, sur le producteur de soja, je crois qu'ils sont vraiment un des meilleurs exemples de cette ambiguïté dont je parlais, qui consiste à être à la fois entrepreneurial, c'est-à-dire avoir toutes les règles d'une entreprise capitaliste, mais pour avoir accès à cela, la condition est d'être propriétaire. La propriété de la terre, dans ce sens, est un élément politique d'une porte d'accès. Et cela a des conséquences non seulement politiques, mais aussi sociales et économiques. Je pense que même les grandes entreprises du soja, de la viande, de la grosse viande, tout ce qu'on veut, elle a un rapport du point de vue social, du point de vue environnemental, aussi traditionnel, lié à la question de la terre. Et même du point de vue économique, parce qu'on n'échappe pas
à une expression, à une agriculture extensive, même dans ce cas. Donc, tout le rapport sur la question de la technologie, elle n'est pas toujours, elle est à la fois une technologie de pointe qui permette cette culture moderne exportatrice, mais elle est aussi une culture extensive par rapport à la terre. À mon avis, les soja, c'est un bon exemple de ce que je viens de dire. Eu acho que eu vou interromper um pouquinho aqui a mesa, porque parece que tem alguém mais para fazer questão, porque eu tenho a impressão que se a gente continua aqui... Bon, oui, j'aime beaucoup ce que vient de dire Nazaré, et je me demande dans quelle mesure ce mixage, cette recherche par des agriculteurs, disons, d'une façon de mener leur exploitation en répondant quand même aux exigences économiques et techniques qui leur sont nécessaires pour survivre, ne continue pas d'investir leur choix d'un certain nombre de ces valeurs héritées de leurs parents, qui sont des valeurs partagées dans leur environnement local, et qui sont justement peut-être tellement souterraines qu'on ne les perçoit plus parce qu'on en fait immédiatement des entrepreneurs qui ont des investissements, qui sont chargés, alors qu'ils cherchent une façon de concilier ces nécessités et leurs valeurs. Moi, je me souviens d'enquêtes qui avaient eu lieu dans la région de Toulouse par des chercheurs du SAD et qui allaient un peu dans ce sens-là, et qui allait jusqu'à montrer que certains agriculteurs se préoccupaient de voir en quoi leurs pratiques pouvaient avoir des conséquences sur les oiseaux, sur la façon dont évoluaient les populations d'oiseaux locales ou des choses comme ça. Bon, c'est un exemple, c'est pour dire qu'il faut peut-être affiner nos systèmes d'analyse sur le terrain et essayer de trouver ce qu'il y a derrière les pratiques pour essayer de remonter aux valeurs qui essaient de survivre. Et c'est là où je dis que le modèle paysan est un idéal type de ce genre, pour essayer de faire survivre leurs valeurs tout en rendant ce qu'ils doivent au système économique qui les oblige à faire ce qu'ils font. Je peux continuer un tout petit peu? Oui, dans la poursuite de ce qui vient d'être dit par mes deux prédécesseurs, et puis en réponse à cette question sur la Confédération paysanne, pourquoi s'appeler Confédération paysanne, je pense qu'il y a deux types de réponses. Il y a un type de réponse qui a été donné déjà largement par Marcel et par Marie-Nazareth, auquel je vais revenir, et puis il y en a un autre, c'est aussi que c'est un enjeu de pouvoir, que de trouver autour du terme paysan, que de savoir qui possède la légitimité en agriculture et sous quel terme. Il y a eu des débats là-dessus. On regardait sur le terme de professionnel, auquel je me suis beaucoup attaché, parce que la statistique française s'est mise à parler d'agriculture professionnelle en construisant la notion avec des indicateurs absolument d'une grande nullité, je vais dire. Mais il s'agissait de distinguer, à partir du moment où vous vous désignez comme professionnel, ça veut dire que tous les autres sont des amateurs. Et donc là, ça fait partie d'une longue lutte de savoir qui a l'hégémonie et qui y compris dans la rhétorique, dans le vocabulaire. Alors, et dans l'emploi de paysans, bon, je pense que les gens de la Confédération répondaient notamment à ce que Marcel vient de dire, mais il y avait aussi trouvé un moyen de se distinguer, d'exister à côté du modèle prôné par la FNSEA, etc. Mais ce qui est amusant à voir, c'est que ce terme de paysan, il est toujours débattu lui aussi. Vous avez, j'ai été frappé, le mot à mot exact, j'en suis pas sûr, mais je crois bien qu'un des
le titre d'une conclusion d'un congrès du CNJA, ou déjà des JA, hein, puisque les jeunes agriculteurs... Enfin, voilà, là, par exemple, vous voyez, vous avez le Centre national des jeunes agriculteurs, qui a disparu et qui a été remplacé par jeunes agriculteurs. C'est-à-dire qu'on devient universel. Tout jeune agriculteur doit être au JA, c'est-à-dire dans ce syndicat. Ah, donc, donc, dans la conclusion de leur rapport moral, je ne sais plus quelle année, il y avait une formule extraordinaire qui était du genre, enfin pas du genre, qui était paysan entrepreneur. Paysan entrepreneur, là, il tenait les deux bouts. Hein, et la domination idéologique, c'était d'être à la fois l'entrepreneur moderne, etc., tourné vers les marchés et tout, et à la fois le paysan, etc., aimé des populations. Et alors, donc, beaucoup d'autodéfinition sur cette question de contrôle, mais par rapport à ce que dit Marcel, moi, je pense aussi qu'il y a une volonté éthique, pas seulement un combat politique et un combat autour de la domination des mots, mais tu parles des parents, et moi, ce que j'ai été frappé, je dirais, non, c'est pas les parents, c'est les grands-parents. C'est les grands-parents, parce que les parents, ils ont beaucoup de mal à sortir de la rupture qu'ils ont dû, de bon gré ou de mauvais gré, qu'ils ont dû consommer, accepter, avec des formes d'agriculture qui étaient celles de leurs propres parents. Et il a fallu, on voit bien dans tous les discours des années 50, dans le tome 4, je vous conseille, ça se lit encore, hein, le tome 4 de l'histoire de la France rurale. On y trouve des choses absolument très riches. Non, c'est pas pour faire plaisir à Marcel, enfin aussi, bien sûr. Mais voilà, on va se paxer absolument. Bon, non, c'est passé ça. Alors, il y a cette fureur contre des façons de faire qui étaient considérées et qu'on aidait à considérer. Je crois qu'il y a ici quelqu'un qui vient de soutenir une thèse sur la naissance du Conseil agricole. Qui sont un peu les porteurs et les agents du progrès dans nos campagnes, les missionnaires du progrès. Oui, il est là, je crois. Bah, Sylvain Brunier, il est quasiment chauve, mais jeune encore. Et lisez sa thèse, c'est très intéressant. Et donc, pour retrouver cette éthique, etc., ça s'est fait en revenant aux valeurs des anciens, aux valeurs pas exactes, aux valeurs mythifiées des anciens, aux valeurs revues et corrigées, aux valeurs... on a refait un beau paysage de quelque chose qui était plus compliqué que ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et un tout dernier point, moi j'ai été frappé dans la dernière grève du lait. Grève du lait, c'est un terme très intéressant aussi, bien sûr. Pas celle-ci, pas ces derniers jours, parce que c'est pas allé jusqu'à la grève, mais la grève du lait d'il y a quelques années. Non. Hein, il y a très peu de temps, 2009, oui. Oui. Tu dormais, Marcel. Dans cette grève, une des choses intéressantes à constater, c'est que la FNSEA s'est trouvée comme institution complètement larguée dans l'affaire, ou ne voulant rien faire parce que trop contrôlée par les grands producteurs laitiers que ça ne gênait pas de voir disparaître les petits. Et on a vu une alliance contre nature, semblait-il, entre la coordination rurale, l'appli et la Confédération paysanne, c'est-à-dire entre la gauche et la droite, censée être la gauche et la droite. Et moi, je me suis demandé sur quoi ils se retrouvaient. Et je crois qu'ils se retrouvent sur une conception, une représentation du métier partagée au-delà de leurs différents politiques. Et je pense qu'il y a des choses à creuser là-dedans, comme tu le disais, sur l'éthique retrouvée ou remaniée, bien sûr. On ne fait jamais la même chose, on réinvente. Et sur des alliances transversales qui peuvent être bizarres. Excusez-moi, j'ai été long. Bom, eu gostaria de tem uma questão ali ainda. Je ne voudrais pas allonger la sauce. Je fais 3 remarques, moi, mais je vais être assez rapide. Je suis un peu gêné par l'association Paysans Tradition, parce que justement, ceux qui se réclament aujourd'hui
si j'en fais référence à la Confédération paysanne, rejette un peu la tradition et parle plutôt d'autonomie. Donc il faudrait peut-être renverser un peu les termes, mais c'est plus une question qu'une... La deuxième chose, c'est finalement... on a beaucoup parlé de propriété pour la maîtrise du sol. En réalité, en France, depuis la loi sur le fermage, même si elle a beaucoup bougé, il y a quand même un renversement des rapports. Et aujourd'hui, c'est le fermier qui a plus d'importance que le propriétaire. Donc la rente foncière était complètement, a été modifiée en tous les cas. Et puis une troisième remarque que je voudrais faire, c'est sur le terme entrepreneur qui me gêne toujours. Et je vais passer par l'espagnol, où en espagnol, on a deux termes pour dire ça. On a le mot empresario, qui est celui que vous avez finalement utilisé de fait, et il y a un deuxième terme qui dit aussi le mot entrepreneur, qui s'appelle emprendedor. Et je crois que les paysans aujourd'hui, ceux qui s'en réclament tout au moins dans la Confédération paysanne ou dans les actions que l'on voit, même, j'allais dire, dans les AMAP et autres choses, relèvent plutôt de l'emprendedor qui n'a rien à voir avec l'entrepreneur capitaliste dont on a parlé aujourd'hui. Alors peut-être qu'il faudrait un peu creuser sur ces affaires parce que là, on voit apparaître de nouvelles relations, paysans urbains, de nouvelles formes de production, de nouvelles formes de rapport à la nature, rapport à la production, de rapport au marché, etc. Et donc, on peut aussi parler d'entrepreneur, mais on n'a plus le terme tutélaire de l'entrepreneur capitaliste. Bom, mais alguma questão? En fait, c'est juste une petite remarque parce que souvent on oublie de discuter un peu cela par rapport à ces clivages paysan-agriculture familiale. Ce que, pas que des enjeux de lutte politique, sociale et économique, ces définitions-là sont des enjeux de lutte scientifique aussi. Donc, les mouvements d'abandon, en quelque sorte, pendant une période de la catégorie paysan vers la catégorie agriculture familiale, par exemple, peut être suivi par rapport à la dominance de certaines disciplines sur d'autres, l'emprise, par exemple, de l'économie à la fin des années 80-90 sur la sociologie, sur d'autres disciplines, par exemple. Et quand on analyse ça effectivement dans les terrains, par exemple, quand on regarde les thèses soutenues en France sur le Brésil, sur le monde rural brésilien, on voit que ces passages-là est accompagné d'un changement de schéma disciplinaire. Donc les disciplines qui sont plus valorisées à un moment sont accompagnées d'une catégorie, et au bout d'un moment, ça commence à changer, les catégories changent aussi. Et donc, quand on regarde ça en relation avec d'autres champs qui pas les champs scientifiques, des champs politiques et tout ça, peut-être il y a des trucs beaucoup plus profonds à voir là-dedans. Bon, juste un petit trait. Oui, moi je pose une question. Je pense que entre les nouveaux paysans et les anciens, ce qui fait une différence, c'est quand même plus ou moins que la société reconnaît que les nouveaux paysans ont aussi des fonctions environnementales, de service. Ils ne font pas que produire des produits. Ça commence à rentrer dans les idées que ça. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que autour de ça, il serait possible de concevoir des politiques qui prennent ça en compte et puis qui soient générales et qui puissent permettre de développer ce genre de nouvelles paysanneries dans des contextes aussi différents, historiquement, que la France ou le Brésil. Bom, vamos passar a mesa. Quem é que faz algum comentário? Ben, je vais juste donner un exemple qui m'est venu à la tête maintenant. Une fois, j'étais chez un agriculteur du Rio Grande do Sul. Hein? C'est pas le Nordeste, hein? C'est pas mon Nordeste, c'est au Rio Grande do Sul. Et c'était un agriculteur qui faisait de la vente directe et en ville, enfin, pour les gens des villes pouvaient venir acheter ces produits sur place
Et on me présentait comme un vrai agriculteur familial très moderne. Et les gens pouvaient cueillir sur place leurs produits, etc. Et quand on a commencé on lui a demandé de raconter son histoire en tant qu'exploitant. Il a commencé à parler, à nous raconter l'histoire de sa maison. Hein? Cette maison-là que vous voyez, elle a été construite en telle année à la suite de l'arrivée des Allemands, mes arrière-grands-parents, etc. Et puis ma famille, qui c'est qui habitait là, etc. C'est tout à fait à la fin, à notre demande, qu'il a parlé des carottes qu'il avait produites et qu'il vendait aux gens de ville, etc. Moi, je suis convaincue que cet agriculteur-là, il est à la fois, il correspond à la fois à cette image qu'on a, cette représentation d'un agriculteur familial intégré au marché, dans les conditions modernes, liées à la ville, technologie, tout ce qu'on veut, mais en même temps, il se rapporte à sa tradition. Quand je dis rapporter à la tradition, ce n'est pas forcément la façon ancienne de faire les choses. C'est son histoire. Et c'est pour ça que je dis les paysans au Brésil se caractérisent par une forme de résistance qui vise se faire une place dans cette agriculture grande-là. Et agora? Donc, bon, je vais abonder dans le sens de François Papy, parce que dans ce travail sur les représentations, sur les valeurs, sur l'éthique, qui se fait couramment partout dans notre société, ils occupent les exploitants familiaux, les gens qui sont dans cette position, qui ont un certain héritage, ou qui veulent changer de mode de vie, etc. Ils travaillent sur des valeurs qui sont à la fois des héritages et en même temps qui correspondent à une mise à jour totale. Je veux dire, c'est d'une certaine manière les courants écologiques, les idées même qui traversent la société sur la nécessité de changer de voie de développement, qu'il y a des tas de problèmes. Et puis alors là, les exemples sur le plan alimentaire abondent. Qu'il faut retrouver des formes d'alimentation, de vie, etc. C'est très porteur actuellement. Je veux dire, donc ça infiltre des gens qui peuvent d'un seul coup sentir que des choses dont ils sont porteurs ont du sens. Voilà, c'est-à-dire reprennent du sens. Et ça, c'est quand même important d'aller fouiller dans les archives psychologiques des gens pour qu'ils essaient de vivre comme ils ont envie de le faire en tenant compte de leurs valeurs. Bon, ça, je veux dire, c'est peut-être un propos de sociologue, mais c'est aussi un propos c'est aussi répondre à une véritable interrogation sociétale de fond. Et d'une certaine manière, bon, les agriculteurs les paysans, je sais pas quoi, sont plus les seuls à la porter, mais ils sont dans un contexte qui fait qu'ils peuvent revigorer des choses qu'ils avaient occultées parce qu'il faut vivre tous les jours, quoi, et qu'il faut faire ce qu'il faut pour vivre. Donc, moi, il y a une dernière chose, et je ne prendrai plus la parole, c'est qui me frappe quand j'entends parler de tout ça, et les réponses de Nazaré et les questions, c'est que, bien sûr, on est dans deux univers qui, à la fois, sont extraordinairement différents et où il y a des rencontres. C'est-à-dire, voilà, alors,
Ça, c'est vraiment la question de fond. C'est intéressant d'avoir ce séminaire parce qu'il fait vivre des relations. C'est très important que des choses se réactivent périodiquement. Mais la grosse question, c'est quel sens a de faire cette comparaison? Bien sûr, c'est un héritage d'une longue tradition de coopération, mais qu'est-ce qu'elle produit sur la façon de regarder nos deux univers et de trouver en quoi la vue qu'on a de l'un enrichit celle de l'autre? Et en quoi ça permet de mieux comprendre sur un plan plus général, puisque ces deux cas particuliers, de monter en généralité pour dire que ça permet de comprendre des phénomènes généraux. Voilà. Je voudrais rebondir sur la remarque et la question que posait François Papy concernant les politiques qui pourraient aider à la consolidation ou quelquefois à l'émergence de ces nouvelles approches de l'agriculture. Moi aussi en citant une anecdote. Dans un récent débat où je me trouvais animer une question qui n'avait rien à voir avec ce sujet, une jeune personne vient me voir après le débat pour parler de choses diverses concernant ce qu'on disait, mais aussi pour parler d'une chose concrète qu'elle était en train de mener. Cette jeune personne avait 25 ans, à peu près, issue d'un milieu urbain, avec des études supérieures n'ayant rien à voir avec l'agriculture, ayant commencé à travailler dans un secteur donc, de service, et qui venait de prendre la décision de se réorienter complètement. Elle venait de faire une formation agricole et elle se proposait de s'installer en banlieue parisienne, quelque part qui n'était pas encore définie, pour devenir agricultrice produisant des légumes et les livrant dans un circuit court qui n'était pas encore créé, mais qu'elle allait créer. Et donc, voilà exactement un exemple d'un type social qui prend de l'importance, qui émerge, pour qui on ne fait rien, parce qu'elle ne rentrera jamais dans aucune case des politiques actuellement disponibles liées à la politique agricole commune. Elle n'a pas de terre, elle n'est pas qualifiée complètement comme professionnelle, elle n'a aucune raison d'espérer, et d'ailleurs elle le savait, d'être aidée. Et donc là, il y a une sorte d'abîme entre des bonnes volontés et des personnes qui sont prêtes à s'engager dans des voies différentes, qui correspondent à la remise en question du système global, et les moyens qu'on peut mettre à sa disposition. Son premier calvaire va être de trouver 2 hectares quelque part, pas trop loin de Paris, pour pouvoir ensuite rentrer dans une AMAP. Et ça, c'est une autre des questions. Il n'y a pas que le système industriel qui bloque le développement de ces formes alternatives. Il y a par exemple l'urbanisation. 2 millions d'habitants à Paris, comment voulez-vous les faire rentrer dans un système d'AMAP qui soit significatif en termes de volume? Les terres ne sont pas disponibles à proximité. Les agriculteurs le sont peut-être, mais ils n'ont pas de terre. Approvisionner dans le centre de Paris à partir des paniers, les fameux paniers dont parlait Jacques tout à l'heure, c'est très compliqué. Donc il y a, à mon avis, une énorme insuffisance du point de vue politique entre des potentialités qui existent et des mesures qui sont effectivement mises en œuvre. Donc je suis désolé de dire qu'on est loin d'avoir l'appareillage politique qui permet de soutenir ces alternatives qui créent nos paysans modernes.